Bonjour, bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement qui te fait passer au niveau supérieur. Je m'appelle Léo, je suis entrepreneur et cofondateur du bootcamp T-Shaped Recruteur et je serai ton guide dans cette aventure. Je te fais uniquement 2 promesses. Tu vas apprendre avec des épisodes concrets et activables, pas de blabla, pas de pipeau. Et ça, il y a des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre au quotidien, les gens qui font le recrutement d'aujourd'hui. Ce podcast existe grâce à Tim Taylor qui le sponsorise. Tim Taylor, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Taylor de te permettre d'apprendre les invités de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti. Bonjour à toi, Adeline. Salut Léo. Comment tu vas ce matin ? En pleine forme. En pleine forme, extraordinaire. Je suis ravi que tu aies accepté cette invitation. On s'est rencontrés et l'intérêt de faire des apéros en physique. Il y avait un apéro RH sur un Slack duquel on est présent. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, Adeline a des trucs quand même pertinents. Et du coup, je me suis dit, viens faire le podcast. Et du coup, on est là aujourd'hui, donc je suis très ravi de t'avoir. On va parler en plus d'un sujet que je trouve hyper intéressant, qui est la construction, /modification, /remodification, restructuration d'une équipe recrutement. Et d'ailleurs, tu es la première RH qui passe sur le podcast. Normalement, c'est des recruteuses et recruteurs que j'ai principalement. Donc attention, tu inaugures la catégorie RH. Mais en plus, ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas ton métier de base d'être RH, mais ça, tu vas nous dire en te présentant. Et du coup, je trouve ça génial et je suis trop content de faire cet épisode avec toi, Adeline. Est-ce que du coup, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu peux nous dire en 30 secondes, 1 minute, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Yes, ça marche. Écoute, Adeline, ça fait 2 ans que je rejoins Gorgias en tant effectivement que Head of People, DRH. C'était pas mon métier avant. Je viens pas du monde de la start-up et pas du monde de la tech. Je viens du monde de la grande industrie. J'étais chez Carrefour auparavant. J'y suis restée quasiment 8 ans. Et chez Carrefour, j'ai fait plein de métiers. Mais globalement, j'étais côté business. J'ai managé des business units, magasins, centrales d'achat. Et je me suis éclatée en faisant ça. J'avais juste envie de faire d'autres choses et d'apprendre d'autres choses. Et du coup, depuis 2 ans maintenant, je m'éclate en tant que DRH. Trop bien, donc un changement métier global. Et d'ailleurs, comment t'as appris les bases un peu des RH ? Parce qu'il y a des choses qui sont un peu de la gestion de projet que tu avais l'habitude de faire au quotidien dans ton job d'avant, mais toute la partie un peu genre juridique, admin, comment tu t'es formé à ça ? Le magasin est une école formidable. Tu gères quand même pas mal de sujets sociaux. À titre d'exemple, mon magasin, c'est une équipe de 250 personnes. Donc avec des CSE, à l'époque des CHSCT et pas mal de problématiques humaines très éloignées de celles que je vis aujourd'hui, mais du coup une très bonne école. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment mis les pieds dedans. Et après au quotidien, évidemment, beaucoup de lectures, de vidéos, de réseaux. On en reparlera peut-être, mais on grandit pas tout seul, on grandit en demandant aux bonnes personnes un petit coup de main et j'étais très bien entourée. Trop bien. Et c'est vrai que c'est ce qu'on oublie, c'est que souvent les managers sont les premiers RH. Et donc du coup, quand tu dois gérer en effet une équipe, voire plusieurs équipes, tu as des sujets RH et peut-être même, j'ai envie de dire, plus que des RH qui sont par exemple dans des sièges et qui voient de très loin ce qui se passe. Tu as une approche terrain qui est beaucoup plus des fois efficace que ce que tu pourrais avoir en étant, en faisant que de la comp and ben, par exemple dans ton coin, dans une tour d'ivoire au 17e étage à la Défense. Donc ce que tu dis est très vrai. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu le but, tu sais, de l'épisode, c'est parler de comment tu crées des équipes de recrutement, donc comment on les scale, comment on priorise son quotidien, et ça on en parlera juste après, et surtout là avec la crise dans la tech, comment on s'adapte et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est plus sur de l'hyperscale, de l'hypercroissance. Première question pour toi, c'est comment du coup t'es arrivé chez Gorgias ? C'était quoi t'étais la seule à faire des RH au début ? Comment ça s'est passé et c'était quoi les premières étapes ? Quand je suis arrivée, il n'y avait pas du coup d'équipe RH à proprement parler. On avait une admin, une office manager et 2 talent acquisition managers. Donc la première étape, c'était de réunir ces personnes. Et ça y est, on est devenu l'équipe People. Et le deal, quand j'ai rejoint l'équipe, c'était de scaler et de recruter 100 personnes. Donc j'ai rejoint en mars. Donc on fait le calcul, fin mars. Ça me faisait 9 mois pour recruter 100 personnes avec 2 recruteurs. Voilà. Il a réussi. Donc c'était assez challengeant. Okay. Et j'avais jamais fait ça. Parce que pour le coup, je te parlais de problématiques RH en magasin. On ne scale pas des magasins, c'est pas l'objectif. On maintient ses coûts, mais on n'est certainement pas en hypercroissance comme dans le monde de la start-up. Du coup,
pour organiser tout ça, et je vais faire un focus plus orienté sur le talent acquisition, c'est ça dont on se parle aujourd'hui. Tu as le droit de parler un peu de RH si tu veux. J'ai fait grandir aussi l'équipe RH en parallèle. L'idée, c'était que Gorgias, c'est une boîte qui est très distribuée, à savoir on a des bureaux aux US, au Canada, en Australie. On n'est pas que en France, donc l'objectif, c'était de pouvoir développer cette équipe recrutement en France, mais aussi à l'étranger, très vite. Donc très vite, je rencontre des gens qui me disent « Bon, Adeline, en moyenne, un très bon recruteur sur des profils tech, il va t'en recruter 2 par mois, des tech purs, des software engineers. Donc, il suffit que tu fasses le calcul. Ça veut dire que tous les trimestres, il t'en recrute 6. Donc là, t'as pas assez de gens. Ouais. Donc, c'est voilà, le maths basique. Donc, immédiatement, quand je suis arrivée, je me suis lancée dans « Je vais aller recruter des recruteurs en interne et faire grandir cette équipe people pour accompagner la croissance aux US et en Europe. » Et très vite, il y a chose classique, il y avait des candidats qui avaient déjà postulé à des offres en ligne. C'était dur, le marché des US. Je me frotte à ça marche pas. Enfin, je rencontre des gens, mais en fait, je fais des interviews, je suis très contente, et en fait, ils ont déjà pris une offre. Je découvre en fait, il faut que tu sois très 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 rapide, ma vieille. C'est ça le problème majeur, ouais. T'étais pas assez réactive au final, ça. Réactive, oui, mais les process peut-être pas assez courts. Enfin, en tout cas, je démarrais un process avec quelqu'un. Pour moi, ça me semblait fou que 8 jours après lui avoir parlé, ils me disent c'est gentil, mais en fait, j'ai trouvé autre chose. Et ça, c'était première claque et découverte. Encore une fois, j'avais jamais fait ça, donc je découvre en apprenant, en me disant ah oui, en fait, quand je lui dis on se fait la case study review la semaine prochaine, ça marche pas. Donc il va falloir se réorganiser. Mais niveau période, on est d'accord que c'était pile la période post... Enfin, il y a eu tous les licenciements en temps de Covid, et du coup, toi, t'es arrivé au moment où le marché repartait à fond. Donc, t'as vécu la folie, un peu l'âge d'or que t'avais sur le recruteur, quoi. Ouais, c'est exactement pire ça. Période. Pire période. C'était la pire période. Mais du coup, l'idée, c'est on a ouvert des recrutements en interne aux US et en France. Et on a fait grandir l'équipe comme ça. On y arrivait plus en Europe, en France. J'ai compris par la suite qu'il y avait peut-être des sujets de salaire qui expliquaient qu'on n'était pas assez bon. Et en parallèle, je m'appuyais sur des agences externes qui étaient déjà référencées avant que j'arrive et qui étaient pour le coup complètement nécessaires au vu des volumes. Sur des niches particulièrement, c'était genre, je sais pas, une agence product, une agence dev. On avait plusieurs agences dev, plusieurs agences produits. Moi, je découvrais un peu tout ça, je questionnais pas forcément l'existant. J'étais très bien, ils ont l'habitude de faire comme ça. Il y a plein d'autres choses à faire, donc on avance avec ses partenaires. Donc voilà comment j'ai structuré. On recrute en interne, on s'appuie très fort sur des partenaires externes. Donc au début, tu as dit 2 personnes qui étaient en recrutement quand tu es arrivé, des agences, et je sais pas, 6 mois, 1 an après, ça ressemblait à quoi ensuite ton équipe recrutement, au plus haut en tout cas de sa forme Alors, au plus haut de sa forme, finalement c'est assez récent, mais on avait du coup un head of talent qui manageait 5 personnes, 3 recruteurs, 2 sourceurs. Donc ça a été ça notre organisation la plus développée sur la partie recrutement. C'est avec moins d'agences qu'au démarrage, parce qu'on avait quand même réussi, je crois, à référencer un total de 15 agences. Alors on travaillait pas avec 15 en même temps, mais c'est un sacré budget. c'est assez dingue. Après, c'est le principe aussi de la scale-up. Bien sûr, le temps égale argent, donc comme tu dois aller vite, c'est pas grave, tu mets de l'argent pour compenser le temps que t'as pas. Ok, donc tu as fait ce choix d'enlever un peu des agences et d'avoir du coup 3 recruteurs, recruteuses et des sourceurs, sourceuses. Tes recruteurs, 2 questions en une, tes recruteurs, ils étaient généralistes ou spécialistes, et pourquoi avoir fait ce choix de séparer entre recruteurs et sourceurs? Les recruteurs étaient plutôt spécialisés tech, non-tech. Ok. Et ce choix, en fait, il s'est imposé en fait avec 2 choses. Un, ce que j'ai moi appris à la suite d'écoute de podcasts, de lecture d'articles, de rencontres inspirantes, en disant effectivement ce modèle de tiens, il y a des générations de leads et ensuite des closers, comme sur le modèle sales, ça me semble super pertinent. Et voilà. Et ensuite, poussé par l'humain aussi, puisque j'avais 2 recruteurs qui étaient passionnés en fait de sourcing, et j'en avais d'autres qui étaient passionnés de closing, et donc un peu naturellement, par affinité, l'équipe poussait à mettre en place cette org. Donc comme sur le papier l'org me semblait pertinente, et comme au sein de l'équipe j'avais des gens qui étaient moteurs pour la mettre en place, c'était assez naturel de la mettre en place.
Ok. Et du coup, sur ton cheminement entre sourceur et recruteur, où s'arrête la passation? Est-ce que les deux, encore une fois, deux questions en une, je t'embête avec ça. La première, est-ce que du coup, les deux sont présents lors du kick-off quand tu ouvres un job? Est-ce que tu as et sourceur et recruteur qui sont présents au tout début pour parler avec les hiring managers? Et la deuxième chose, où s'arrête le travail du sourceur? Est-ce qu'ils vont jusqu'à faire une précale ou est-ce que c'est le rôle des recruteurs? Alors, il va falloir que tu définisses précal pour moi. Le premier call que tu fais avec des candidats. Le premier appel. Ok. Donc, dans un souci d'efficacité, on limite les personnes dans les calls. D'accord. Donc, le brief, il était pris par le recruteur qui voulait comprendre précisément. Donc, il prend un brief précis et écrit. Et du coup, le sourceur regarde tout ce qu'il y a dans le brief. Et là-dessus, il va amender ce qui a été écrit avec des questions sur un doc ouvert qui sont pour le hiring manager et pour le recruteur. Trop bien. Et du coup, le premier call candidat, il est fait uniquement par le closer, le recruteur. D'accord. Le sourceur, il s'arrête dans la relation mail, écrite, etc. Mais on n'avait pas de premier filtre entretien par le sourceur. Ok. Donc ils sont vraiment qu'à l'écrit les sourceurs et donc ils enlèvent. Tu pourrais dire c'est comme les SDR sauf que du coup ils ne font pas ce téléphone pour le call calling, ils s'occupent juste de le faire à l'écrit. Et ça du coup ça allait à tes sourceurs parce que t'en as qui aiment bien quand même faire un premier contact humain. Ils étaient ok avec ça les deux? Ouais, complètement ok. Et en fait on a gardé une organisation, je dirais un peu hybride, c'est-à-dire que les sourceurs avaient tous toujours un rôle que je dirais full stack où ils faisaient pour pas que du jour au lendemain, tu n'as plus de contact humain, tu n'as plus d'entretien. Ils étaient contents de garder ça. Et pareil pour les recruteurs. Chacun gardait il est arrivé deux de rôle full stack pour en tout cas pas perdre pied sur le sourcing ou pas perdre pied sur le côté interviewing. Ok, trop bien, hyper intéressant. Et du coup, tu as fait donc ce choix de grossir. Là, tu dis, on en parlera après, mais après, tu as redimensionné ton équipe. Est-ce que là, du coup, demain, admettons, je t'annonce une nouvelle, je te recrute dans une nouvelle boîte, tu pars de chez Gorgias, tu dois refaire un peu la même étape. Donc, tu dois recréer une équipe. Est-ce que tu ferais exactement pareil ou est-ce que tu ferais les choses différemment? Je ferais des choses différemment. J'ai fait des erreurs maintenant avec le recul que je ne referai pas. Dans cette folie où tu as tout le monde qui te dit « j'ai besoin de quelqu'un demain » ou « j'ai besoin de quelqu'un hier ». Du coup, c'est difficile de se dire « ok, comment je m'en sors ?» Et donc, j'ai essayé des choses qui ne se sont pas révélées fructueuses. Les choses que j'ai essayées, par exemple, c'était Upwork, plateforme où tu peux trouver des freelances assez facilement, des plateformes super intéressantes. Comme Malte aux US, on pourrait dire. Ouais, exactement. La comparaison est parfaite. Et je me suis dit, tiens, je vais chercher des sourceurs. Et donc, c'est un peu magique et presque un peu terrible ce que je vais dire, mais tu es en mode, tiens, je peux trouver des sourceurs aux Philippines qui ne coûtent pas très cher. Et du coup, ils vont m'aider. Donc, je me suis trouvé une petite armée de sourceurs un peu partout dans le monde. Okay. Les résultats n'ont pas été probants. Non, vraiment. Le taux de réussite, il est vraiment extrêmement faible. Et au final, alors, ça m'a généré des leads, il y a eu des entretiens, mais si on regarde vraiment, je n'ai jamais embauché une seule personne qui est venue là. Donc c'est un gros gaspillage d'argent et de temps quand même, parce que ces gens-là, même si tu les manages très peu, il faut quand même leur accorder du temps. Bien sûr. Ça, je ne le referai pas. Bon, je suis contente d'avoir essayé parce que maintenant je sais, mais je ne le referai pas. Ok. Tu as une deuxième conséquence de faire ça aussi, je ne sais pas si tu l'avais identifié, mais que ta marque employeur, en fait, elle peut peut-être être ternie. Si les gens font de la masse et qu'ils envoient à 300 personnes d'un coup un message dégueu, les gens vont avoir une première image qu'ils vont découvrir Gorgias, c'est non, c'est pas cool. Complètement. Et je pense qu'on a eu la chance de pas en être tant conscient que ça, mais dans le fait, tu as clairement raison. C'est sûr que ça fait pas du bien à la marque employeur. Donc, pas une bonne idée. Okay. Donc, je ne referai pas ça. Je serais plus attentive, je pense, aux salaires recruteurs. Les salaires de recruteurs ont explosé quand j'étais en pleine recherche. Ouais. Et je pense que ma recherche a été si longue et du coup dans la douleur parce que ce qu'on proposait aux US n'était pas déconnant en soi, mais sur un marché qui était très inflationniste, il fallait se différencier. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis penchée sur la data un peu trop tard, et à force de me dire, attends, j'ai une offre sur 4 qui se fait jeter pour des raisons de salaire. Ouais, j'aurais dû réagir beaucoup plus vite. Deuxième erreur, j'ai pas suivi un conseil investisseur qui
qui était bon. Maintenant, avec le recul, quand je suis arrivée, on m'a dit, tu viens d'arriver, la première chose que tu fasses, qu'il faut que tu fasses et que tu fasses tout de suite, c'est d'embaucher un head of talent. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, je viens d'arriver, j'ai besoin de construire. Je suis en management de proximité, j'ai besoin de construire la confiance avec mon équipe, j'ai besoin de comprendre le métier de très près et de me mettre dedans. Et du coup, aller mettre une personne intermédiaire tout de suite entre eux et moi, ça répond pas à ça. Donc j'ai dit oui, il me faudra un head of talent, mais je me laisse 2 trimestres. Et elle m'a dit, tu sais, les recherches de head of talent, ça prend du temps. Ouais. Et j'ai dit oui. Et donc, clairement, je me suis trompée. J'aurais dû plus écouter parce qu'effectivement, les recherches de head of talent, ça prend du temps. Et du coup, je suis restée beaucoup plus longtemps que ce que j'avais anticipé à manager cette équipe. Et encore une fois, il y a plein d'autres problématiques RH, talent development qui sont importantes, qui me demandaient beaucoup d'énergie et où j'avais du mal en fait à être sur tous les fronts. Donc, c'est pas parce qu'on démarre une recherche de head of talent que le head of talent démarre demain. J'aurais très bien pu démarrer cette recherche head of talent, continuer à manager l'équipe à proximité pendant 3-4 mois, le temps que ça prenne cette recherche. Plus le préavis en plus, tu es sur des process de 6-7 mois minimum. Quoi, exactement. Bon, moi, je cherche aux US, tu sais, les préavis, ça ne nous parle pas. Alors, pour le coup, si c'était aux US que tu voulais, oui, c'est vrai que ça, c'est l'avantage. Tu gagnes 3 mois. Tu gagnes ce préavis. Mais tu as tout à fait raison. Dans d'autres pays, si tu mets tout bout à bout, il faut anticiper. Donc, voilà, l'erreur que je ferais, c'est... c'est pas, tu peux prendre ton poste, démarre tout de suite, parce que t'anticipes l'avenir, t'anticipes toi ton équilibre. Et enfin, j'ai essayé la partie RPO. Ouais. Ça a été bien mieux que la stratégie Upwork, rien à voir, mais c'est effectivement extrêmement coûteux. Finalement, si c'était à refaire, je pense que je referais parce que dans les moments un peu galères où les recruteurs qu'on avait recrutés n'étaient pas encore là, ça a quand même bien soulagé. Bizarrement, peut-être que je démarrerais plus tôt, avant qu'on soit au bout de notre vie, mais pour le couper plus tôt. C'est-à-dire, voilà, j'aurais démarré, j'aurais dit, ok, je me prends un peu d'aide RPO, je prends mon head of talent, voilà. Et je crois que j'ai une dernière leçon. Tu as vu toutes les heures que j'ai faites. Oh là là, je suis encore là. Je me prioriserai. Et par là, je veux dire, je prioriserai l'équipe people dans le recrutement. Okay. C'est idiot, mais effectivement, quand tu as tout le monde qui est en mode il me faut quelqu'un, je suis en train de mourir. Du coup, en termes de ressources, tu pousses pour aller trouver ces software engineers, tu pousses pour aller trouver ces profils clés. Mais en fait, si tu pousses pas avec la même intensité pour aller chercher tes recruteurs, la personne qui est sous l'eau à la fin, c'est toi. Et du coup, sur le long terme, c'est complètement idiot. Donc, il vaut mieux dire, en fait, stop. Je suis désolée, mais là, pendant 1 mois, j'ai moins de ressources. Ma priorité, c'est de trouver un recruteur. Et quand j'aurai retrouvé ce recruteur, en plus qu'il me manque, t'inquiète, on va pouvoir dépoter, t'aider. Alors, évidemment, quand je dis tout ça, c'est des choses que j'ai fait, mais à chaque fois, je me dis, mince, j'aurais voulu l'avoir fait 1 mois plus tôt. Ça nous aurait tous soulagés. Ok. C'est tes apprentissages hyper intéressants, le partage que tu donnes. Tu as 5 du coup, choses à ne pas faire que tu as dit qui sont vraiment toutes hyper intéressantes parce que c'est des choses auxquelles les gens peuvent penser. Et là, du coup, avec ton expérience, il faut peut-être que finalement, c'est pas une si bonne idée d'avoir typiquement des sourceurs aux Philippines, même si je suppose qu'il y a des très bons sourceurs aux Philippines. Mais du coup, c'est pas en effet, il n'y a pas de stratégie magique de toute façon dans le recrutement. Ce que je répète tout le temps, ça dépend des circonstances, du contexte, de ton budget, de plein de choses, de l'état du marché, etc., etc. Et donc, en effet, tu as réussi justement à t'adapter à tout ça et à tenter des trucs. Ça marchait pas, du coup, t'es passé à autre chose. Et tu parlais à la toute fin là, du coup, de priorisation, ce qui est une très bonne transition vers quelque chose que je voulais te demander, qui est au quotidien, c'est un peu la galère de toute équipe recrutement, comment tu priorises. Si typiquement dans une boîte qui est en hyper croissance, tu vas avoir 12 000 demandes de 14 000 managers qui vont demander des choses pour hier, comme tu dis, avant-hier, etc. Comment tu fais au quotidien pour prioriser tous les jobs que tu as d'ouverts en même temps? Déjà, il ne faut pas écouter ceux qui crient le plus fort, je pense que c'est un risque dans lequel on tombe tous, forcément. Et du coup, quand je commence à avoir trop de gens qui crient trop fort, le réflexe pour moi, c'était de les remonter en haut. Et en haut, c'est quoi la priorité absolue de la boîte? Normalement, j'en ai une idée claire. Quand ça devient un peu trop technique, est-ce que les devs, c'est pour l'équipe A ou l'équipe B la priorité? Dans ce cas-là, moi, j'hésitais pas. J'avais une communication très, très fluide avec notre CTO. En mode, voilà les ressources que j'ai. Là, je peux t'en closer 4. Tu m'en demandes 6. C'est quoi les 4 que je priorise? Et du coup, la source de vérité, c'est le CTO. Et ça règle le souci pour en dessous. Donc là, je donne l'exemple des rôles techniques. Mais chez nous, c'était vraiment... on était à 80% de rôles techniques à embaucher pour 20% de rôles non-tech. Donc c'était très marqué. Voilà. Et en revanche, et l'autre petite chose que je fais encore aujourd'hui, c'est qu'un hiring manager qui pleure pas,
je considère que c'est pas prioritaire. C'est un peu méchant, Ok. mais en fait, je me dis, si tu as vraiment besoin du recrutement, Tu vas il faut que je insister. t'ai entendu, Ouais. il faut que je t'ai entendu m'en parler, etc. Si tu me demandes jamais que, de base, en fait, ton rôle, c'est qu'il n'est pas prioritaire. Ça semble Ok. un peu dur, mais c'est quand même, c'est la loi du marché. Bien sûr, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, en effet, les reg managers, beaucoup vont vouloir, en effet, mais t'en as qui veulent un peu parce que juste tu penses que c'est cool et c'est pas vraiment une priorité. Et en gros, c'est mieux, mais c'est pas non plus vital comme demande. Et donc, toi, du coup, il faut que tu arrives à prioriser ça et à te le dire. Donc, en effet, comme tu dis, ceux qui redemandent pas, ceux qui sont pas forcément engagés. Et tu sais, t'as un peu on en parlait juste après, je pense, mais de différents types d'hiring managers. T'en as qui sont plus ou moins matures que les CG recrutement, t'en as qui t'aident et qui te challenge toi et qui vraiment vont piloter le recrutement, et t'en as qui laissent faire et qui font absolument pas d'efforts. Mais du coup, là, sur la priorisation, comment tu as dit que du coup, tu disais, bah moi, j'ai, je sais pas, 4 personnes disponibles, enfin, en tout cas, je peux te recruter 4 personnes en plus, 4 headcounts ce mois-ci, ça marche comme ça. Du coup, toi, tu imposais en fait tes slots disponibles, enfin, tu te disais, je sais pas, je peux faire 10 recrutements ce mois-ci et pas plus. Je peux pas en faire 12, je peux pas en faire 14. Et ça, tout le monde était OK là-dessus, tout le monde t'écoutait, c'était dans le codir, je suppose, tu partageais ça. Et c'était une matrice, comment tu décidais tout ça? Comment ça marchait? En fait, on détermine les objectifs au démarrage du quarter. Ouais. Donc, très vite, quand je suis arrivée, j'ai construit une hiring map, ce qui n'existait pas. Et j'étais en mode, j'ai besoin de savoir où je vais et pas à 2 jours. Donc, j'ai besoin d'avoir une vision 1 an. Évidemment, on va l'affiner 15 fois, c'est pas le sujet. Mais en attendant, on sait à peu près où on va. Et du coup, chaque trimestre, on refait une passe avant de démarrer le trimestre. Et je sais que ce trimestre-là, j'en ai 40. Donc, j'ai 40 recrutements à faire. Dans les faits, moi, sur les 40 par rapport à la bande passante, je pense que je vais pouvoir en venir 35. Que je vais réussir grâce à 20 internes plus 15 externes, agences, Upwork, non, je rigole, mais enfin, tout ce qu'on s'est dit avant. Et après, ces 5-là, c'est du bonus. Et ça ne veut pas dire que, on va faire de notre mieux. Et il est aussi arrivé, ça c'est quand même très important que je dise, notamment sur les rôles non-tech, pardon pour les équipes plus business dont je viens, mais où en fait on considère que c'est plus facile, que du coup, moi en toute transparence, je dise aux hiring managers, je n'ai pas la bande passante pour vous aider sur ces rôles. Donc moi, je peux vous aider à set-up les choses pour que ce soit propre, pour que vos offres elles soient bien set-up, pour que l'ATS il soit propre, que vous travaillez bien. Donc je vous fais un setup, ça, on va dire les 45 minutes pour tout mettre au propre, etc. Je peux vous aider. En revanche, le recrutement, gestion des candidats, interviewing, etc., ça c'est vous qui gérez. Et moi, je ne pourrais pas faire plus que ça. Bien sûr. Et donc très souvent, c'est comme ça qu'on faisait. Et très souvent, malheureusement, pour les équipes business, c'est en mode, voilà, vous avez le droit à 45 minutes de setup et un peu de conseils, évidemment, si vous avez des questions, des blocages, on est là tout le long. Et pour le closing, pour aider peut-être aussi niveau salaire et tout Ah non. Non, même pas. Chez Gorgias, on a un salary calculator, donc chacun fait son closing. Ok, donc vraiment, tu as les 45 minutes au début et tu les aides à se lancer, tu leur donnes un peu la tape dans le dos, allez, vas-y, cours. Et tu es là pour supporter de loin, mais tu cours pas sur la piste avec eux, quoi. Exactement. Mais après, je plaisante, oui, sur des questions d'immigration, sur des questions un peu techniques. Bien sûr. Voilà, on était toujours là. Mais c'est si besoin, et du coup, c'est pas automatiquement, quoi. Et du coup, tu te perds pas, en effet, ton temps à des choses qu'ils peuvent faire eux-mêmes directement. Et on va en venir, mais si du coup tu formes bien justement tes managers, en théorie, ils peuvent se débrouiller, j'ai bien dit en théorie, pour bien faire les choses. Ok, hyper intéressant du coup. Et ça, tu partageais, donc tous les trimestres tu changeais, t'avais pas juste, si en même cours de trimestre on te dit faut qu'on rajoute ça, c'est prio. C'était arrivé des fois je pense quasiment tous les jours, toutes les semaines, tiens, je sais pas, on a 5 postes en plus dans telle équipe qui se crée, alors que tu as déjà du coup ta roadmap qui est faite pour ton trimestre. Comment tu t'adaptes à des nouveaux éléments prioritaires? Est-ce que tu peux déprioriser d'autres jobs? Comment tu fais? Oui, c'est ce qu'on a fait. Et ce que tu cites, ça arrive typiquement dans les exemples de backfill. Tiens, j'ai telle personne qui part. Ouais. Mais son rôle, il est clairement plus urgent que ce nouvel embauché qu'on avait mis sur telle équipe. Dans ce cas-là, oui, ça repriorise. Ok. L'avantage dans la tech, c'est que tu as quand même pas mal de similitudes sur, ok, tu as tes front-end, back-end, full stack. Tu arrives quand même à te dire, finalement, ce full stack qui devait venir en édition, peut-être que ça peut être le remplacement de. Ouais. Donc, je trouve qu'on n'en a pas trop souffert grâce au fait qu'on avait quand même des pools de candidats assez énormes et qu'on arrivait à être malin et à dire, tu vois, en fait, désolé, mais ton candidat là, en fait, on pense qu'on va le mettre plutôt sur cette équipe-là. Mais t'inquiète pas, on s'occupe de toi. Ouais. Mais ça marche, tant que les gens ont une personne dans leur équipe qui fait le boulot et qui est au niveau, c'est bon. Exactement.
Trop bien. Et du coup, tu avais, je suppose, une diversité de hiring managers. Tu avais des gens qui étaient pas du tout matures et des gens qui étaient très matures. Je pense qu'on voit dans toutes les boîtes des gens qui aiment faire du recrutement pour t'aider et d'autres qui peut-être n'aiment pas. Comment, toi, c'était quoi le niveau de maturité global? Est-ce que tu avais plutôt mature, plutôt pas mature, plutôt au milieu, il y avait de tout? Et deux, comment du coup tu fais pour t'assurer qu'ils soient au niveau en recrutement? C'est quoi les différentes choses que tu as mises en place pour pas qu'ils te sabotent ton recrutement après le kick-off? Moi, c'était une bonne surprise, plutôt mature. Ok. Déjà parce que les deux recruteurs qui étaient là quand je suis arrivée étaient uniquement focus sur la partie tech. C'était des tech recruteurs. Donc, du coup, tous les autres, ils avaient été habitués à être toujours tout seuls. Il y avait, et ça, c'est, je pense, lié à l'ADN de la boîte, mais déjà des process, des choses assez propres, assez carrées. Pas parfaites, évidemment, mais j'aurais pu tomber sur quelque chose de bien plus messy pour le côté startup. Finalement, du coup, très vite en revanche, j'ai voulu former. Alors, les hiring managers, c'est souvent des managers. C'est comme rarement des individual contributors. Donc, très vite, on a mis en place des formations managers récurrentes sur des sujets qui n'étaient pas liés au recrutement. Et du coup, derrière, il y avait quand même cette notion de vachement responsabiliser les managers sur plein de choses. Avec exactement, sur les attentes des managers. À quel point, en fait... manager, tu es là pour faire grandir tes équipes de A à Z sur le cycle de vie. Et donc en fait, une fois qu'on a pu former un peu sur les choses de base, la formation hiring manager est arrivée très vite. Je crois 2 ou 3 mois après que je sois là, on a fait un gros playbook sur comment est-ce qu'on recrute, la notion de biais, etc. Et culturellement aussi, comme on a la chance d'avoir des équipes ultra engagées sur le fait d'apprendre, de faire mieux, ça a bien réagi. Oui, c'était OK pour apprendre. C'était super OK. Et franchement, là, je pense que je devais avoir 5% de mes hiring managers qui n'étaient pas dans les clous, quoi. Donc, je m'estime très chanceuse. On avait un terreau fertile et des gens qui avaient envie d'apprendre et envie de bien faire. Et comme on a une boîte très orientée process, les gens étaient OK, c'est le process, je suis le process. Et donc... plutôt une zone de tranquillité, la zone des hiring managers. Et en vrai, génial, parce que souvent, c'est vrai que quand tu n'es pas habitué à faire du recrutement, tu te dis que tout le monde peut le faire, tu sors en entretien et tu le fais. Mais en effet, si tu vois ça comme un process de plus, comme tu aurais un process commercial, un process comptable, un process de gestion de projet, peu importe, tu dis que c'est la même chose. Un recrutement, ça reste un process et du coup, si tu le fais dans les clous, ça marche mieux. Et si en effet, ta boîte était déjà, comme tu dis, avec un terreau fertile, était prête, du coup, c'est parfait. Donc, tu es arrivé, c'était tout bénéf pour toi. Quoi. Oui. Ok, donc pas trop de difficultés avec les managers principalement. Quoi. Ok, ça, du coup, c'est très bien. Oui, bravo. Il faut des choses qui marchent. Exactement, c'est pas drôle sinon. Et du coup, une autre question que je vais te poser sur ce côté un peu privatisation, structuration, souvent qui est un peu la problématique de plein de boîtes, c'est l'argent, les outils. Tu sais que dans le premier épisode de TamTam que tu m'as dit que tu avais écouté et que tu avais bien aimé, coucou Morgane si tu nous écoutes, Morgane elle nous explique qu'elle a commencé avec 12 000 outils et finalement elle se restreint aujourd'hui et qu'elle en a moins mais elle les utilise de manière plus efficace. Toi du coup, tu m'avais dit en préparant que tu avais plein d'argent pour faire le budget, tu as eu la chance d'avoir du coup un budget qui était fait pour ça. Donc qu'est-ce que tu as choisi de mettre en place? C'était quoi grosso modo les outils que tu utilisais? Alors pas tout mais les principaux. Et du coup, si tu avais moins d'argent, qu'est-ce que tu ferais? Oui, effectivement, quand je suis arrivée, on avait levé, c'était l'âge d'or, c'était bien, classique. Open bar. Et du coup, petite parenthèse que j'ouvre de 30 secondes, c'est presque plus flippant parce que quand tu peux te plaindre de dire bah oui, mais c'est pas normal, j'ai pas les ressources, j'ai pas les gens, j'ai pas l'argent, c'est normal que j'y arrive pas. En fait, quand t'as tout et que tu n'y arrives pas ou pas autant, tu te prends des sacrés claques parfois avec toi-même en mode mince, j'ai pas d'excuse en fait. Si j'y arrive pas, c'est juste parce que je suis pas assez bonne dans ce que je fais. Donc il faut se rechallenger. Donc je referme la parenthèse. Et évidemment, quoi qu'il arrive, il faut toujours avoir plus de moyens que pas assez. Mais t'as plus cette excuse-là en effet. Si t'as tous les moyens, ça veut dire que c'est à toi de. Voilà. La seule limite en fait, c'est toi-même. C'est toi, Adeline, qui cause la perte de Gorgias. Non, heureusement, il y a eu plein de réussites. On l'a réussi. C'est des filles d'embaucher 100 personnes en 9 mois. Ouais. Donc, je pense que c'était pas si dramatique. Mais effectivement, ça rajoute ce petit coup de pression en plus. Je ferme la parenthèse. Pour répondre à ta question sur ces outils et où est-ce que j'aurais mis l'argent. Je suis une convaincue de l'ATS. Je pense que, vu la masse de candidats qu'on gère, je crois qu'il y a 82 000 personnes dans notre base ATS. Okay. Donc, en peu de temps, c'est énorme. Ouais, bravo. Donc, 82 000 personnes sur du Google Sheet ou sur d'autres outils pas assez robustes. C'est beaucoup de lignes et je pense que c'est difficilement gérable. Donc,
je pense que c'est une bonne chose d'être équipé. C'est une ligne sur laquelle je ne renoncerai pas. Quand je suis arrivée, mes recruteurs n'avaient pas de licence LinkedIn. Ok. Ça me semblait compliqué et très vite, j'ai dit non, on va faire ce qu'il faut. Pareil, c'est du basique auquel je ne renoncerai pas. Des outils d'organisation de manière générale qui font gagner du temps. Je crois que Morgane l'avait cité, les Calendly et tout ça, ça me semble du nécessaire. Que tu peux faire des tâches manuelles la main, quoi. Voilà, tout ce qui prend du temps doit être immédiatement automatisé. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit, je n'embaucherai pas de coordinateur, quoi qu'il arrive. Tiens, ça c'est un des learnings dont on ne sait pas parler. Ouais, ok. Parce qu'un coordinateur, en fait, il fait le taf qu'une machine doit faire. C'est un peu dur ce que je dis, pardon pour les coordinateurs. En vrai, j'espère que tu n'as pas de coordinateur qui m'écoute. Peut-être, mais ça dépend aussi du rôle qu'il leur est donné. Dans Bien sûr. beaucoup de boîtes, en effet, ils font de la prise de rendez-vous, mais dans d'autres, tu vois, ils ont un rôle un peu de coach candidat. Et là, justement, en fait, parce que les coordinateurs sont capables de mettre en place l'automatisation, ils gagnent tout leur temps et ils s'en servent pour aider les candidats dans leur process. Et du coup, c'est génial, mais c'est pas le cas de tous les coordinateurs et coordinatrices. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, c'est un bon learning et merci, ça veut dire qu'il faut que je me renseigne un peu plus sur le rôle. Mais en tout cas, l'image que j'en avais, qui était tiens, j'assiste sur la prise de rendez-vous, je disais non, je n'embauche pas quelqu'un pour faire ce qu'un logiciel aujourd'hui sait faire. Et donc voilà, tout logiciel de productivité de manière générale est bien. Il y a un logiciel qui m'a un peu sauvé dans une période dure, qui est l'outil Fetcher, qui te génère du sourcing de qualité. Ouais. Ça coûte un peu cher, mais moi dans les moments durs j'ai trouvé beaucoup plus de pertinence que la partie RPO et t'as pas à manager. Donc c'est un outil que j'ai décidé de garder et qui continue à porter ses fruits de façon régulière sur des rôles où je suis en mode tiens, j'ai pas énormément de temps à dédier au sourcing, d'avoir cet outil à côté qui t'aide pour aller sourcer quand t'es un peu short, c'est bien utile. Trop bien. Voilà, j'ai fait le tour. Après, je ne rentre pas dans tout le sûr, tech stack du gros sourcing, etc. Tout ça a déjà été cité. Voilà, mais voilà, tous les outils de gros sourcing, en fait, c'est des outils qui sont déjà utilisés par nos équipes marketing. Oui, que tu réutilises. On réutilise, donc les Phantom Busters, etc. C'est des choses que nous, on utilise aussi, mais on n'a pas créé... Enfin, on ne coûte pas plus cher si on utilisait juste un peu plus. Oui, c'est une licence de plus, quoi, c'est Exactement. tout. Mais, et puis t'as déjà l'activation, et ce qui est bien, c'est comme ça, les recruteurs et recruteuses peuvent demander de l'aide à leur équipe commerciale et marketing qui s'en servent, et typiquement devenir super fort même sur du Salesforce, par exemple. Je sais qu'il y a des recruteurs qui utilisent Salesforce pour le sourcing, et c'est dingue quand t'as des gens qui te set up un Salesforce d'une bonne manière, je précise, parce que du coup ça peut être très vite sinon une usine à gaz, mais c'est un outil hyper efficace pour faire du recrutement Salesforce. Mais il faut l'argent, parce que c'est pareil, c'est des gros budgets. Trop bien. Ok. Écoute, ça c'est du coup, tu m'as dit l'âge d'or. Comme tu le sais, en 2022, il s'est passé, disons que le marché est un petit peu ralenti, n'est-ce pas ? Ça s'est ralenti aussi en partie chez Gorgias. Alors du coup, c'est pas, tu vas me raconter comment, grosso modo, ça s'est ralenti d'un point de vue macro. Mais moi, ma question principale, c'est quoi la conséquence d'un ralentissement du business sur ton équipe en termes de nombre de personnes ? Est-ce que malheureusement, du coup, il y a des gens qui ont dû faire autre chose, que tu as dû te séparer ? Et comment tu as réorganisé du coup une équipe pour moins de recrutement ? En 2022, effectivement, il y a eu un gros ralentissement dans la tech. Je dirais qu'on a été assez préservés, dans le sens où nous, on a ralenti un peu. Néanmoins, on voyait aussi ce qu'il y avait à côté, on n'était pas aveugle et on s'est dit, ok, on veut pas réaliser des gros licenciements en masse et partir être en galère. On n'est pas en galère aujourd'hui, on ne veut pas l'être. Donc on a fait un gros travail de réduction de nos dépenses, beaucoup de renégociation de nos outils assez fortes. On a coupé des outils aussi qu'on a arrêtés, assez classiques. Chaque équipe s'est changée sur ses budgets, réduit les budgets, événements, partenaires, etc. Ouais. Et ensuite, on a effectivement revu la roadmap, la hiring map, en se disant, tiens, on avait prévu de scale à nouveau de 100 personnes en 2023. En fait, on ne va pas aller sur 100 personnes, on va remplacer tous les backfills nécessaires et on réinvestira seulement une partie des sous dans le recrutement. Donc, en gros... si on prenait, nous, notre taux d'attrition et qu'on s'ajoutait quelques recrutements en plus, on va chercher 60 personnes. Donc, c'est plus petit, à peu près, sachant que quand je parlais des plus 100, c'était plus 100 en net new. Donc, ça ne comptait pas les backfills. Ouais, voilà. Effectivement. Donc, tu pouvais à 130, 140 sans problème. Exactement. Okay. Donc, tu divises par presque 3 au final, par 2, 3. Quoi. Voilà. Donc, du coup, équipe recrutement, finalement, surdimensionnée par rapport aux besoins. Et en parallèle, qui dit marché compliqué, nouvelle tendance qui arrive dans les équipes. J'ai peur de perdre mon job. Je vois ce qui se passe autour. J'ai des annonces de licenciement. Ça fait flipper.
Et deuxième chose, on a réduit un peu mon budget de LinkedIn si je suis un gros marketeur. On m'a réduit un peu ce budget-là, donc c'est plus dur. J'ai un peu moins de ressources pour faire ce que je faisais avant. Donc en gros, ça tire plus et en plus, je flippe. Le moral est en berne. Ça en fait des choses. Non, mais en gros, voilà, les deux expliquent que le moral pour les équipes, il est plus difficile. En parallèle, je te parlais d'une équipe Gorgias qui est distribuée. Elle a grandi en suivant cette tendance. Donc, on est présent dans une vingtaine de pays. On a 8 bureaux répartis pareil sur 3 continents. Et du coup, l'organisation RH, dont on sait peu parler finalement que j'avais, était petite. Donc, j'avais une équipe de recrutement avec 5 recruteurs, un recruteur sourceur et un head of talent. Mais à côté, j'avais, entre guillemets, que 5 personnes RH pour 8 bureaux, des continents, des lois de pays qui sont complètement différentes et des équipes... c'est pas assez par rapport à l'équipe. Parce que c'était quoi, du coup, là, disons, début 2023, c'était quoi, 300 250, ouais. Et voilà, avec la complexité que cela impose, c'était pas idéal. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, finalement, dans les recruteurs, j'ai peut-être des changements à faire. Donc, en fait, la réflexion, c'était de se dire, OK, c'est quoi l'équipe idéale ? J'oublie qui est qui, parce que sinon, on crée des biais qui ne sont pas les bons. Je pense que l'organisation idéale, elle est entre ce dont tu as vraiment besoin et bien sûr les skill sets, les qualités internes de tes équipes. Donc moi, j'ai une organisation assez classique où finalement, j'ai réorganisé avec une partie front, avec des HR business partners qu'on n'avait pas, et une partie back avec des experts, avec un compensation specialist que j'avais pas, compliance specialist, sustainability specialist, etc. Et du coup, l'idée étant que les personnes front, les HR business partners, ils sont en lien direct avec les équipes et ils sont proactivement sur les problèmes. Ils font que les problèmes qui sont des miettes restent des miettes, disparaissent avant qu'ils deviennent des gros trucs. Et les experts construisent des choses, sont vraiment dans le build et sur des sujets touchy, travaillent main dans la main avec les HR business. Hyper intéressant, donc sur le principe, j'étais OK, c'est ça l'orga qu'il nous faut. Comme ça, on va pouvoir accompagner vraiment plus les équipes dans la difficulté et les managers pour qu'on ait des process super bien appliqués et qu'on continue de scale sur des bases très stables. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée par rapport à mon équipe recrutement en me disant OK, par rapport aux besoins, finalement, 3 recruteurs vont te suffire. Si je prends 60 personnes, ça me fait 20 recrutements par recruteur. Donc j'en ai 2 en trop. Et ce que j'ai fait par rapport au skill set, c'est que j'en avais un qui était très orienté data, un des sourceurs qui adorait la partie data et la partie chiffres aussi. Et du coup, je me suis dit, en fait, je voudrais lui proposer de basculer sur la partie compensation, la partie rémunération. Trop intéressant. Et j'en avais une qui était une recruteuse qui adorait tous les sujets de diversité et inclusion, qui était très sur ces sujets-là. Et du coup, je l'ai fait basculer sur la partie sustainability au sens large, puisque sustainability, ce n'est pas que la planète, c'est planète, people, exactement. Un peu la RSE, quoi, on pourrait exactement. dire. Oui, du coup, j'en oublie les mots français. Merci Léo. C'est clair. Il y a un mot pour ça. CSR en anglais, Corporate Social Responsibility, mais sinon en français, c'est responsabilité sociale de l'entreprise. Mais en tout cas, merci. Oui, voilà, exactement. Donc... Et donc, en fait, j'ai une discussion de vérité avec eux. Donc, comment ça se traduit ? C'est que j'ai calé des 101 avec chacun. Ils ont tous flippé un peu parce qu'ils ont tous vu qu'ils avaient pris un 101 immense. J'ai commencé le call en leur disant « Je ne t'annonce pas que tu es viré, souffle un coup. » Voilà. Et je leur ai donné le contexte. Je leur ai dit « En fait, les besoins de recrutement en 2023, ça va être 60. Donc, à 5, on est trop. » Néanmoins, moi, j'ai des besoins sur l'équipe RH et je pense que, compte tenu de ce que tu aimes et de ton skill set, je pense à un poste qui pourrait te plaire. Donc, voilà ce que je te propose. Et écoute, je trouve que ça a donné une impulsion incroyable à l'équipe. Déjà, j'ai eu énormément de gratitude de la part de l'équipe en mode merci de ne pas me virer. Bien sûr. Parce que j'attendais pas. Ils étaient attachés à la boîte en plus, je pense. Ouais, ils étaient très attachés à la boîte. Moi, ce qui me surprenait, je pensais pas merci de pas me virer. Ensuite, les personnes qui avaient un changement de poste étaient ravies. Étaient en mode franchement, ça fait un peu flipper, mais c'est excitant et trop, c'est des nouvelles trop compétences content. à apprendre. Quand tu es sourceur, en théorie, tu as envie d'apprendre des choses. Donc ça aurait été bizarre sinon qu'ils le fassent pas. Exactement. Et du coup, voilà, j'ai dit on se dit que premier trimestre, janvier, on démarre ça. Je leur ai annoncé ça fin octobre. Fin octobre. Donc j'annonce ça fin octobre. Je leur dis pendant 2 mois, on continue ce qu'on s'est dit, on a un quarter à finir.
On démarre 1er janvier. Et combien de temps ça va durer ? Minimum 6 mois. Dans 6 mois, on se reparle, on verra les choses de Gorgias. On se verra aussi si ça vous plaît, etc., de comment vous le sentez, et on fera un point. Mais la seule chose, je ne peux pas vous prédire l'avenir, je peux juste vous dire qu'on est parti pour au moins 6 mois comme ça. Et voilà. Et ça a démarré depuis le 1er janvier, et ça se passe très très bien. Au-delà de mes attentes, en fait. Donc, je dirais pour l'instant, transition réussie. L'avenir me le dira avec plus de recul, mais pour l'instant, transition réussie. Je trouve ça trop intéressant que tu aies fait ça, parce que c'est pas le réflexe principal qu'auraient des boîtes. Elles se diraient juste on arrête et on recrutera plus tard et on reviendra en arrière, ce qui est du coup, quand ils pensent un peu aberrant. Et ce que tu fais du coup, on a le terme de cross-skilling que tu connais peut-être, où du coup tu prends une personne qui a des compétences, tu regardes s'il y a des compétences transférables et tu les apportes. Et c'est ce que tu as dit, tu vois, la personne qui a été douée en chiffres, Compenben, en fait, il y a une grosse partie de ce qu'elle pourra faire qui va être utilisée. Et la personne qui, du coup, est attirée par le côté D&I va pouvoir aller côté RSE en rajoutant la dimension écologique, te transformant à ça à côté. Et du coup, à la fin, tu as des gens qui sont satisfaits parce que justement, tu leur as donné une chance d'apprendre des nouvelles choses, de rester dans la boîte qu'ils ont aimée. En plus, ils ont construit parce qu'ils ont amené plein de gens qui aujourd'hui ont été recrutés et donc ils veulent pas aussi, je pense, perdre ce lien avec tous leurs nouveaux talents qu'ils ont eu. Et du coup, c'est vraiment malin ce que tu fais. Ça évite de faire des nouveaux recrutements et je pense que tu réengages encore plus tes collaborateurs et collaboratrices quand tu fais ça. Bravo, c'est chouette. Merci. Non, mais c'est pas forcément la logique principale quand tu as des situations difficiles. Et quand tu vois aujourd'hui le marché des recruteurs et recruteuses dans la tech en France, c'est pas forcément ce qui se passe. Souvent, c'est juste on réduit ou voire on enlève. Il y a des équipes, on racontait l'autre jour une équipe de 15, ils sont 0 maintenant. C'est juste qu'il n'y a plus d'équipe. Ils ont dit toute l'équipe bye bye parce qu'on recrute plus en 2023 et vous vous débrouillez. Et c'est très malin d'avoir fait ça. Donc merci pour tous ces conseils. De toute façon, en global, tout ce que tu as dit depuis le début de l'épisode, je trouve ça super intéressant. Je sais pas si j'ai le droit par rapport aux autres invités de le dire, mais je trouve que c'est un des meilleurs épisodes qu'on a enregistré. Je trouve que c'est très à la fois simple et très malin ce que tu mets en place. Et du coup, tu as beaucoup d'erreurs que tu as pu faire que tu ne reproduirais plus aujourd'hui. Et du coup, tu peux transmettre ça aux gens qui nous écoutent en espérant qu'ils ne tombent pas dans les mêmes erreurs s'ils ont les mêmes situations. Donc merci pour tout ça. Si tu veux, on passe aux 3 du coup, questions finales que je pose à tous les invités qui passent derrière ce petit micro. La première, du coup, tu la connais, c'est un peu, ça va venir aussi conclure tout ce que tu viens de dire. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui recrute aujourd'hui, un seul, qu'est-ce que tu donnerais ? La clé reste la productivité et l'efficacité. Donc je dirais, on se pose pour prendre le temps de mettre les bons outils, les bons process. Et même si on perd 2 semaines à faire ça, mais c'est pour ensuite aller très très vite. Donc investir dans le bon outil et le bon process très tôt pour aller très vite après. Ok, donc outils et process. Donc on écoute ton épisode. Là, de toute façon, si on est là, c'est qu'on a bien écouté l'épisode. Et on retourne écouter l'épisode numéro 1 avec Morgane qui nous explique comment justement choisir ces outils pendant l'épisode 1, ce qui est assez sympa. Deuxième petite question que je te pose. Admettons, demain, tu arrives sur une île déserte. Tu vois, c'est vraiment la crise chez Gorgias et on te dit, tu vas vivre là-bas. Tu te retrouves toute seule sur une île. Tu as juste un tam-tam pour t'ambiancer le soir quand tu t'ennuies sur ton île déserte. Et un autre contenu recrutement. Ça peut être un livre, un podcast, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu choisis ? J'ai un livre sur ma to-read list, je sais pas si on dit, qui m'a été conseillé maintenant par 3 personnes, donc je me dis il faut à tout prix que tu le lises, qui s'appelle Designed to Scale, et c'est très orienté sur l'org design, et je pense que quand on fait du recrutement, c'est quand même important de l'avoir en tête, parce que très souvent quand tu es hiring manager, tu peux parfois penser court terme et pas forcément long terme. Et parfois ça peut être bien de dire mais pourquoi tu recrutes lui et pas plutôt ce rôle-là et tu fais plutôt évoluer en interne. Donc en tout cas l'org design c'est un sujet sur lequel je suis en train de me poser maintenant, donc on lit et voilà, et comme il m'est recommandé, il est sur la to-read list, donc je partirai avec ce que je dois lire. Trop bien, donc le design to scale, design au moins tu auras quelque chose à découvrir. Bon, après j'espère qu'il te plaira, parce que si t'as qu'un livre sur une île et qu'il te plaît pas, ça va être compliqué. Et troisième et dernière question que je te pose, là le but c'est du coup pour moi en fait clairement de pas avoir à travailler, que les gens m'envoient des invités, c'est tout l'intérêt de cette question. C'est le balance ton tam-tam. Est-ce que du coup tu aurais quelqu'un qui ferait des choses très cool en recrutement que tu aurais à me recommander pour venir passer sur un épisode ? Écoute, j'avais fait une belle rencontre, c'est Mehdi qui a fondé Blue Maze, que tu connais certainement. Avec lui justement on a beaucoup parlé de cette organisation sourcing, recruiting, de growth sourcing, et il est venu confirmer, et je pense qu'il m'a aidé à me dire ok, c'est ça la bonne orga. Je trouve qu'il est extrêmement inspirant et en plus très sympa, donc je te dirais fais venir Mehdi.
Ok, écoute, Mehdi de Bloomé, en plus, ce qui est très drôle, je sais pas si tu le sais, mais du coup là on enregistre WeWork de Lafayette et c'est là où tu as les bureaux parisiens de Bloomé. Donc à tous les coups, il est pas loin. Et ça se trouve, il est à quelques mètres de nous et on ne le sait pas. Donc peut-être que ses oreilles sifflent à côté de la machine à café. Mais du coup, très chouette. Écoute, Mehdi, que je connais bien, merci de l'avoir cité. C'est vrai qu'il fait plein de choses hyper intéressantes sur le recrutement tech et toujours cette logique que tu as dit au tout début d'organisation, de structure, de process, d'efficacité, toujours pour gagner du temps. Donc merci à toi. Écoute, c'est la fin de cet épisode. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec moi sur le podcast. Est-ce que tu as un tout dernier mot à donner ou est-ce qu'on est ton bon? Merci, un grand merci. Léo, c'était un moment chouette. Trop bien. Et si on veut te retrouver, du coup, c'est plus sur LinkedIn que tu vas publier peut-être. Donc on tape Adeline Baudemer et on te trouve. Est-ce que tu as d'autres endroits où tu veux que les gens te contactent? Tu veux en envoyer un mail si les gens sont intéressés pour candidater ou non, juste LinkedIn, c'est parfait. Allez, écoute LinkedIn. Merci à toi. Passe une excellente journée et puis à la prochaine fois. Merci. À bientôt. Et c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast, tu peux faire 3 choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Hey Myriam, j'ai écouté ce podcast-là, Tam Tam, vraiment bien, je te le recommande. Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.